C'est l'heure du dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, et c'est l'heure de reprendre également notre observatoire des ETF, plus précisément l'observatoire des ETF que nous apporte chaque mois Yomoni, le deuxième vendredi du mois. Alexis Nac est avec nous par téléphone, le directeur de la gestion de Yomoni, pour revenir sur les dernières nouveautés et les dernières actualités au sein de l'industrie des ETF. Alexis, bonjour et bienvenue. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous et ravi de vous retrouver donc pour poursuivre cet observatoire des ETF que vous avez lancé il y a déjà quelques temps et dont vous nous faites profiter une fois par mois, je le disais, dans Smart Bourse pour comprendre un petit peu quels ont été les derniers développements et les dernières nouveautés au sein de l'industrie ETF, les produits indiciels, à commencer par la dynamique de collecte. Alexis, en période de rentrée, on peut peut-être revenir un petit peu sur les 2-3 derniers mois de l'été et quels sont les constats qu'on peut dresser en termes de collecte du point de vue de l'industrie ETF. Alors la collecte a été très très compliquée cet été. On était même dans des mouvements de forte décollecte, vu que la gestion indicielle a subi 3 milliards de décollecte au mois de juin, 2,5 milliards en juillet et 800 millions au mois d'août. Donc la gestion indicielle, elle aussi, est frappée par ces mouvements de décollecte, alors que j'étais plutôt habitué, vous vous souvenez, à vous commenter des mouvements de collecte importantes jusque-là. Ah oui, donc il y a eu vraiment... Oui, effectivement. Et là, c'est une série sur 3 mois consécutifs, donc il y a vraiment une rupture, un tournant par rapport aux 5 premiers mois de l'année, en l'occurrence, Alexis. Exactement. On était parti sur des très forts rythmes de collecte et depuis qu'on a créé cet observatoire il y a 3 ans, c'est la première fois qu'on observe de la décollecte en gestion indicielle et à 3 mois de suite, c'est encore plus exceptionnel. Bon, quelles sont les classes d'actifs qui ont mené cette décollecte, si je puis dire, Alexis ? Alors, si on rentre un peu plus en détail, en effet, on a une décollecte qui est très forte sur les actions et les matières premières. On a à peu près 9 milliards de décollecte sur chacune de ces classes d'actifs en 3 mois. On a notamment les actions européennes qui sont toujours en forte décollecte, avec plus de 3 milliards d'euros de décollecte sur le mois d'août seulement. Donc on a toujours une défiance des investisseurs vis-à-vis de ces zones géographiques, défiance qui se renforce même. En revanche, et ça c'est très étonnant, on a la collecte qui reste très soutenue sur les pays émergents avec 1,5 milliard de collecte sur les pays émergents au mois d'août. Incroyable. Ah oui, c'est très très surprenant, effectivement, parce que oui, derrière les émergents, j'imagine que le poids de la Chine forcément est important, Alexis. Exactement. Quand je dis émergent, c'est essentiellement la Chine. Bon, ça c'est pour la partie action, effectivement, donc avec une dichotomie. Bon, les actions émergentes résistent effectivement en termes de collecte, et puis les actions en général décollectent, et les actions européennes en particulier. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'univers obligataire qui semble retrouver de l'intérêt chez les investisseurs globaux ? Exactement, chez les investisseurs indiciels aussi, parce que le mouvement sur les obligations est totalement inverse, parce qu'on a près de 10 milliards d'euros de collecte sur les obligations sur 3 mois, avec là encore une collecte très importante sur les obligations émergentes, suivent juste derrière les obligations américaines. Donc on voit qu'il y a un retour très fort de l'appétit des investisseurs pour les obligations, sans doute parce qu'ils commencent à penser que les anticipations de hausse des taux maintenant sont intégrées dans les cours et qu'il y a des rendements intéressants à aller chercher sur cette classe d'actifs. Ouais, donc un mouvement de rotation à l'envers. Voilà. Pendant longtemps, on a quitté le monde obligataire sans rendement pour aller vers un peu plus de risque jusqu'au risque action. Et puis là, on sent effectivement que la bascule est en train de repartir dans l'autre sens. Que dire également ? Alors, c'est presque une classe d'actifs à part. L'ESG, Alexis, est-ce que ça reste une tendance solide ? Exactement, parce que les supports ESG dans leur globalité, c'est-à-dire les instruments qui sont mieux notés en termes de durabilité, ont très bien résisté, parce que ils ont collecté près de 5 milliards sur la même période, sur 3 mois. Donc on voit que cette classe d'actifs, mais cette catégorie d'instruments a très très bien résisté dans cette période. Qu'est-ce qu'on peut dire des grands acteurs de l'industrie ETF, des émetteurs de produits indiciels ? On fait régulièrement le palmarès, le podium avec vous sur le ou les mois écoulés, si on prend l'été. Alexis, est-ce que ce mouvement de décollecte creuse les écarts entre acteurs émetteurs de produits ETF ? Alors tout à fait, parce qu'on a BlackRock qui a lui très bien résisté
dans cette période également, hein, parce qu'ils ont continué à capter une très forte collecte, avec notamment 1,5 milliard d'euros de collecte sur le mois d'août seulement, avec notamment, grâce à leur gamme obligataire, si je prends un exemple, l'ETF iShares JP Morgan IM Bond, hein, donc investi en obligations émergentes émises en dollars, a collecté 1,5 milliard à lui seul sur le mois d'août. BlackRock, pour avoir en tête, hein, maintenant détient un tiers des actifs en gestion indicielle en Europe sont détenus par BlackRock. Ah oui. Un tiers du stock, c'est ça, un tiers, la part de marché, c'est un tiers du stock de produits indiciels détenu par BlackRock aujourd'hui sur l'Europe. Hein. Exactement. D'accord. En queue de peloton, on a Amundi et DWS hein, qui ont à l'inverse subi de très fortes décollectes, hein, de 1,5 milliard à peu près chacun sur le seul mois d'août. Amundi reste largement le leader européen après sa fusion avec Lyxor. Et pour vous donner un ordre d'idée, hein, il détient à peine 8% des parts de marché. Donc on a en tête BlackRock avec un tiers du marché, et derrière Amundi avec 8% de parts de marché, qui est maintenant le deuxième acteur en Europe et le premier acteur européen. Oui, qui montre bien d'ailleurs pourquoi le rapprochement Lyxor-Amundi ou Amundi-Lyxor était sans doute nécessaire. À eux deux, en cumulé aujourd'hui, ils sont quand même toujours à moins de 10% de part de marché face au leader mondial et y compris en Europe, BlackRock qui détient donc un tiers du stock de produits indiciels en Europe. Justement, en termes de produits, là, quelles sont les nouveautés qui ont pu être lancées ces dernières semaines sur le marché, Alexis ? Alors, on revient sur un rythme très soutenu de lancement d'ETF. Hein. Vous vous souvenez, il y avait eu un petit ralentissement dans les lancements d'ETF en début d'année, premier et deuxième trimestre. Et on revient sur des rythmes très forts de lancement d'ETF avec 25 produits qui ont été lancés en août, qui est d'habitude une période plutôt calme. Toujours essentiellement axés autour des méga-trends du futur et des thématiques environnementales qui sont vraiment les deux thématiques qu'on retrouve. On a par exemple Fidelity qui a lancé une gamme d'ETF autour des thèmes des méga-trends assez classiques que sont les énergies renouvelables, les véhicules électriques, le cloud, le métaverse. Il y a un autre ETF qui est centré autour d'une thématique qui est un peu moins courante, à savoir la digitalisation du secteur de la santé. Ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'on a pu observer d'autre, Alexis ? On a également beaucoup la grande tendance de fond, je dirais, dans les ETF environnementaux. Ce sont les ETF qui répliquent les indices PAB, donc Paris Aligned Benchmark. On voit qu'énormément de produits sont lancés pour répliquer ces indices, voire certains asset managers comme Amundi ou BNP changent leurs indices des ETF qui existants. Donc, soit des changements de benchmark, soit des lancements de produits. Énormément sur ces indices de Paris Aligned Benchmark. Oui, aligné sur les accords de Paris, ça veut dire sur des trajectoires carbone 1.5, c'est ça, Alexis ? Exactement, ce sont les indices qui avaient été créés au moment des accords de Paris en 2015. Et puis c'est intéressant aussi, dans les nouveaux produits, il y a, je ne sais pas si c'est un nouveau phénomène ou quelle ampleur ça prend aujourd'hui, c'est ce que vous appelez les ETF de gestion active. Exactement, je vous avais parlé de JP Morgan qui avait lancé une gamme d'ETF en gestion active au printemps. Là, cette fois-ci, on a un ETF AXA qui a lancé 2 ETF également investis en gestion active, hein, qui font du stock picking sous format ETF. Ils ont choisi 2 thématiques, hein, le climat et la biodiversité. Ce sont des ETF qui sont chargés à 0,70 BP. Donc ça permet à un investisseur d'avoir une gestion active à moindre coût. Très très intéressant effectivement ce phénomène des ETF de gestion active. Et puis à propos de gestion, Alexis, chez Yomoni, en cette rentrée, après 2 mois d'été, juillet-août, qui ont été un peu à front renversé, hein, il y a eu ce phénomène de rallye assez spectaculaire qui a fait rebondir le Nasdaq par exemple de plus de 20% hein, par rapport à ses points bas de fin juin, début juillet. Et puis effectivement les 3 dernières semaines qui nous ont pas ramené à la case départ totalement, mais qui ont quand même entamé une bonne partie justement de ce rallye estival. Quels enseignements vous en avez tirés en matière de gestion, Alexis ? Alors nous, on avait réduit l'exposition aux actions durant l'été avec les risques de récession globale qui ont considérablement augmenté selon nous. On reste sur une position neutre. On n'est pas encore
encore sous-pondéré en action par rapport à nos indices de référence, parce qu'on pense qu'en effet, une grande partie des mauvaises nouvelles maintenant sont intégrées dans les cours. Donc on reste, je dirais, modérément prudent. On garde cette position neutre. On reste très à l'écart de la zone euro, parce qu'on pense que la zone euro est bien plus en difficulté, naturellement, avec la crise énergétique qui va encore appuyer sur l'inflation. Et une banque centrale européenne, malheureusement, qui est un peu bloquée, qui doit lutter contre une inflation sur laquelle elle n'a pas beaucoup d'emprise, parce que ce n'est pas une inflation qui vient d'un excès de demande, mais c'est surtout une inflation importée. Et donc on pense que la banque centrale européenne est beaucoup plus en difficulté que la Banque centrale américaine pour piloter l'inflation et les risques de récession sont donc beaucoup plus importants sur cette zone géographique. Ouais, une situation beaucoup plus complexe, moins simple en Europe qu'ailleurs et notamment qu'aux États-Unis, et donc des risques d'erreur de politique économique au sens large qui sont plus importants aujourd'hui. Merci beaucoup Alexis. Alexis Nac avec Merci nous donc chaque deuxième vendredi du mois 17h45 pour partager les enseignements de cet observatoire ETF lancé depuis quelques temps maintenant par Yomoni. Un point sur les flux, sur les tendances et sur les nouveautés en termes de produits, donc une fois par mois dans Smart Bourse sur Bismart. Voilà pour cette émission. Très bon week-end. On se retrouve lundi évidemment en direct à 12h30 sur Bismart.